Que les bénédictions soient. Namasté à vous, chères âmes spirituelles, contemporaines de notre incarnation. Je dis souvent, lorsque vous vous retrouvez sur la terre ou dans un espace donné et que vous êtes contemporain à d'autres entités spirituelles, cela veut dire que vous avez quelque chose à partager ensemble. Quel que soit le continent dans lequel on se trouve, quel que soit le pays dans lequel on se retrouve, si vous êtes sur cette terre que nous appelons la planète Terre, au même moment que d'autres entités spirituelles, je ne parle pas seulement des êtres humains, cela veut dire que vous avez quelque chose à partager ensemble. Et la chose la plus noble que nous pouvons partager ensemble en tant qu'entité spirituelle, c'est justement l'expérience de notre unité qui se démontre à travers l'amour. L'expérience de notre unité qui se démontre à travers ce qu'on pourrait appeler l'amour. C'est pourquoi l'autre que vous vénérez si tant n'a eu d'autre expression pour démontrer l'expérience de cette unité que de dire « fais à autrui ce que tu aimerais qu'on te fasse ». Faites à autrui ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Cela voudra donc dire tout simplement que l'autrui n'est pas autre personne que toi. De telle sorte que lorsque tu fais à autrui ce que tu aimerais qu'on te fasse, tu es en train de te faire à toi-même ce que tu aimerais qu'on te fasse. Fais à autrui ce que tu aimerais qu'on te fasse. C'est une expression qui démontre l'expérience de l'unité. L'expérience de l'unité qui veut dire tout simplement que nous sommes tous un à travers divers corps en train de faire l'expérience de notre unité. Et c'est justement parce que je me rappelle de temps en temps que nous avons quelque chose à partager ensemble, que lorsque je me mets à échanger avec vous dans cette interaction, je souris parce que je dis, bon, voilà que nous sommes en train de retrouver, je pourrais donc dire, le principe premier de notre incarnation, ce qui nous a fait naître sur cette terre. Et c'est justement dans cette logique que je voudrais partager cette capsule avec vous, dont le titre s'intitule « Aksharam Côte d'Ivoire, l'oracle l'avait prédit ». Ceux qui nous suivent ces derniers temps ne sont pas, disons, absents de cette connaissance, de cette dynamique dans laquelle nous sommes rentrés depuis un certain temps, qui consiste donc à avoir l'organisation Aksharam, dont le maître El Mancio Gosson est le guide, à l'avoir en Côte d'Ivoire. Mais lorsque je me rappelle de ce que nous étions il y a de cela une vingtaine d'années quand on avait commencé, et quand je me suis rappelé de certains travaux qu'on avait faits entre-temps dans l'expansion de cette structure, je me suis rappelé que l'oracle l'avait prédit, que c'est ainsi que les choses se passeront. Waouh! Une vingtaine d'années, on avait dit, ou du moins le monde intérieur avait déjà prédit que cela se passerait ainsi. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Mais avant de venir à la vérité de ce que je voudrais partager avec vous, je voudrais tout simplement vous faire noter que tout a commencé quand les Ivoiriens ont décidé de venir au Rafeza 2024 en choisissant donc le Rafeza en présentiel qui se déroule à Lomé. Donc, décembre 2024, Aksharam accueille une forte délégation de la communauté ivoirienne qui se sont déplacés pour honorer de leur présence le rituel annuel du feu sacré 2024 sur le territoire de Lomé. À la suite de leur séjour, je vais dire séjour ponctué donc de convivialité et de, disons, de forts rituels spirituels qui, à l'occasion donc du rituel annuel du feu sacré,
Je pense que pendant qu'il partait, le maître Gosson avait pris un engagement qui était donc de travailler avec eux sur la terre ivoirienne. Et je me rappelle que ce travail a été fait à la suite donc du fait qu'un échantillon de la terre ivoirienne a été transmis au maître Elmancio Gosson. Et à la suite de ces travaux, il avait révélé, pour ceux qui le désirent, vous allez sur la chaîne, sur sa chaîne, et vous tapez, je ne sais pas quel était le titre, principe premier de la terre ivoirienne ou bien principe premier de la Côte d'Ivoire, un truc comme ça, et vous verrez la capsule qui a fait la révélation donc des expériences issues des travaux spirituels qu'il a effectués. Et pour rappel, il était question donc que la Côte d'Ivoire, dans sa impulsion énergétique première, dans sa préexistence avant d'être Côte d'Ivoire physique, rappelez-vous, nous sommes dans un monde spirituel où même si vous pensez qu'il y a la matière à part et l'esprit à part, dans la vérité des choses, il n'en est pas ainsi. Parce que la matière ne sait pas auto-gérer, ne sait pas auto-régénérer. Elle est issue du confin de l'esprit, de telle sorte que la matière n'est que la cristallisation ou la densification d'une énergie subtile qu'on pourrait appeler esprit. Et même si l'esprit s'est densifié, que nous appelons aujourd'hui matière, l'esprit n'a jamais été séparé de la matière. Parce que la dynamique de la matière demande donc la présence en arrière-plan de l'esprit qui donne cette impulsion-là. Donc, quel que soit ce qui se retrouve dans cette dimension physique, vous avez ce qu'on pourrait appeler le corps physique de la chose, qui naturellement est nourri par l'énergie vitale qui provient du confin de l'esprit. Ce qui veut dire que même si on prend la Terre aujourd'hui telle qu'elle est, on dira, comme vous et moi, lorsque je touche ceci, je dirais, c'est mon corps. Donc la structure que nous touchons de la Terre est naturellement le corps de la Terre. Mais ce serait totalement idiot de ma part de considérer mon corps comme moi, parce que justement, il fut un temps où ce corps n'est pas dans cette dimension et il y aura naturellement un temps où ce corps va disparaître de cette dimension. Mais qu'est-ce qui était en arrière-plan qui a finalement donné naissance au corps pour finalement faire disparaître le corps après? Il en sera de même de toutes les structures matérielles qui ont été créées. Donc, je fais cette analogie pour nous faire comprendre alors que lorsque nous parlons de la terre ivoirienne ou d'abord de la terre de façon générale, elle est une structure physique, mais elle est aussi une structure énergétique et elle est aussi une structure spirituelle, une entité spirituelle. Donc, de façon classique, on pourrait dire, il y a le corps de la terre, il y a l'âme de la terre et il y a l'esprit de la terre pour utiliser donc la subdivision la plus simple, qui est la subdivision crème. Lorsqu'on s'intéresse alors à la Côte d'Ivoire comme une partie de cette terre qui administrativement représente un pays ou une nation, cela veut dire qu'on va dire l'événement Côte d'Ivoire du point de vue physique constitué de la portion de la terre qui délimite, encore que là, ça a été une décision coloniale, une décision politique par la suite, et les événements et les âmes qui se sont incarnées, les unités de conscience qui se retrouvent dans cet espace. Et l'ensemble des événements physiques constituent alors ce que le commun des mortels va appeler la Côte d'Ivoire. Mais au-delà de ce qui est connu physiquement, il y a quoi d'autre? C'est justement ce qui détermine les choses qui arrivent physiquement. Donc, dans la logique de la détermination de l'impulsion première, du principe premier, de la préexistence avant l'existence de la Côte d'Ivoire, le maître Gosson avait révélé dans le temps ce que nous appelons le principe premier de quelque chose. Et il était dit que la Côte d'Ivoire, le principe premier de la Côte d'Ivoire est le principe de Paraclet qui, naturellement, se traduit comme étant le principe du consolateur. Et dans cette logique, lorsque je prends un groupe de pays
du point de vue politique, la Côte d'Ivoire est donc appelée à porter les autres en appui. Et là, vous comprenez justement là où je suis en train de pointer mes regards. Puisque justement, lorsque je vais vous révéler tout à l'heure ce que l'oracle avait dit de la Côte d'Ivoire dans l'expansion de la structure Aksharam, vous comprendrez que, en fait, cela rime correctement et parfaitement avec le principe premier. Je me demande même si le maître Gosson se rappelle de ses travaux. Et que lorsque je viens relire, puisque il était question de se déplacer pour faire, disons, pour travailler à la mise en place du bureau Aksharam de la Côte d'Ivoire, je me suis rappelé qu'entre-temps, il y avait quelque chose qui était dit de ce pays. Alors, j'ai appelé l'un des anciens Sheila, avec qui nous avions travaillé dans le temps, des gens d'un certain âge, qui étaient rompus à la tâche. Et je lui ai demandé, est-ce que tu peux me retrouver les travaux que nous avions faits dans le temps sur le Togo? Parce que c'était justement à l'occasion de l'installation des enseignements du Paramakshar au niveau du Togo que les travaux ont été effectués, et c'est dans le courant des travaux liés à la terre togolaise qu'on nous révélait justement que, après le Togo, que ce sera la Côte d'Ivoire. Alors, je suis en train donc d'aborder, suivant la logique que j'ai mise sur mon papier, en fait, le contexte dans lequel la révélation a été faite. Rappelez-vous que récemment, lorsque les Ivoiriens sont venus à Rafeza 2024 et qu'à la suite de ça, le maître Gosson a fait des travaux spirituels sur la terre ivoirienne, il était révélé que la terre ivoirienne vit sous le principe premier du paraclet, le principe donc du consolateur, le principe de l'intercepteur, le principe de celui qui porte, de celui qui console, de celui qui vient donner courage aux affligés. Entre-temps, je vous dirai ce qui s'est passé. Ce qui s'était passé, c'était que le maître Gosson devrait commencer ses enseignements à Lomé. Je me rappelle, pour le premier rendez-vous, c'était à l'hôtel 2 février. Je pense que dans le temps, si je ne me trompe pas, puisque c'était la première fois que je foulais même la tête togolaise, je pensais que c'était la télévision TV2. Il a repris récemment l'émission Encore, qui était la première émission qu'il avait commencé sur les télévisions et radios togolaises. La télévision le bureau de la télévision devrait être dans les locaux de l'hôtel 2 février, parce que je me rappelle que c'est là qu'on a été reçu. Et lorsque tout a été conclu, il a commencé les émissions et il quittait donc Cotonou pour aller faire les émissions à Lomé. Quelquefois, on le suivait, ou du moins tout le temps, il y a toujours une petite équipe qui l'accompagnait. Je pouvais ne pas être dans l'équipe, mais d'autres personnes l'accompagnaient. Je me rappelle de cet engouement qui nous faisait traverser la frontière la nuit tombante tous les vendredis pendant qu'il devrait finir l'émission à Cotonou au-delà du réel. Tout ça là, c'était vivant parce que on aimait la chose. Donc, pendant que on faisait les travaux sur la terre togolaise, il était apparu donc que le destin de la terre togolaise, et vous allez comprendre après, que ce n'est pas que le destin de la terre togolaise, le destin d'un certain nombre de pays en Afrique de l'Ouest ou de pays francophones, je voulais dire, c'était scellé dans les années 57, 1957, je voulais dire, 1958 et 1959. Et quand je parle de 1957, de 1958 et de 1959, vous comprenez alors que ça fait 3 ans avant l'année de l'indépendance pour la plupart de ces pays, 1960. Et que le destin politique, économique et social des pays était scellé justement au cours de ces 3 années-là, 57,
58 et 59. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce que je voudrais tout simplement vous dire, c'est de comprendre tout simplement qu'il y a de cela 20 ans en arrière, puisque c'était 2006, 2007, je pense bien, 2007, 2007, courant 2007, que les travaux ont été effectués. Et que ce qui allait se passer, puisque dans le temps, la question fondamentale, c'était quelle est l'origine spirituelle, quelles sont les raisons profondes de la souffrance du peuple togolais. Rappelez-vous qu'en 2006, il y avait le président Yassingbe ou Yadema, j'ai souvent, je ne sais pas qui est, que les Togolais m'excusent, hein, ça doit être, on parlait dans le temps du président Yassingbe Yadema. Voilà. Il translatait et le pouvoir revenait au président actuel, le président Faure qui est là. Et le peuple togolais était en ébullition parce que le peuple ne voyait justement rien d'autre que la succession du père, c'est-à-dire du fils au père. C'est-à-dire que c'était le père qui nous avait gouverné pendant des années, il est parti et maintenant c'est le fils qui allait nous gouverner et tout le reste. Donc c'était sur fond de crise politique, économique et sociale que les émissions de Godson avaient commencé à Lomé. Pendant ce temps, on avait demandé donc les causes profondes de la souffrance du peuple qui ne faisait donc, parce que entre-temps, rappelez-vous, hein, après la conférence nationale au Bénin en 90, je pense bien que c'est ça, il y avait d'autres pays également qui avaient demandé donc les mêmes conférences et tout le reste. Les Togolais l'avaient fait. Bizarrement, ça ne s'est pas soldé sur une transition à la manière béninoise, c'est-à-dire que nous, dans le temps, le président Kérékou était parti, même s'il est revenu par la suite, et c'était le président Soglo qui gouvernait, pendant que eux, ils faisaient leur conférence nationale et tout le reste. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais finalement, le président Yassingbe Yadema a repris le pouvoir pour conduire le pays jusqu'en 2005 ou 2006, quand il a translaté et que le président Faure a pris la succession. Donc, pour le peuple togolais, c'était bon, le père est parti, le fils ne va pas rester là. Mais lorsque vous cherchez au-delà de ce qui est formel, vous comprenez qu'il ne peut y avoir rien d'autre que ce qui est en train de se passer maintenant. Donc, dans le temps, les travaux que nous avions effectués montraient logiquement que personne d'autre ne pouvait gouverner le pays que lui, le président Faure qui est là, qui était là en ce moment. Et que rien d'autre ne pouvait se faire dans la logique spirituelle des énergies, c'est-à-dire que vous voyez le Père, mais ce n'est pas le Père, c'est que c'est celui qui devrait passer pour laisser place à. Si vous voulez des révélations beaucoup plus profondes, je pense qu'une émission a été faite là-dessus dans le temps sur toujours la chaîne TV2. C'est vrai que dans le temps, il n'y avait pas encore les histoires de YouTube pour que vous puissiez aller taper maintenant. On avait édité un journal dans le temps où on a mis certaines révélations là-dessus. Je me garde de le dire. Alors, donc, il était révélé alors qu'au cours de ces années, c'est-à-dire 57, 58 et 59, où le destin du pays se cramait, des choses ont été faites, des ententes ont été conclues, mais que ces ententes n'ont pas été respectées à partir de 1960, quand le pays a accédé à l'indépendance. Et que les mots forts qui justifiaient aujourd'hui la souffrance, je parle en 2007, les mots forts qui justifiaient la souffrance du peuple togolais étaient trahison, haine, désobéissance. Je reprends, trahison, haine, désobéissance. C'est quand j'ai eu le document dont je vous ai parlé de la part du monsieur qui nous faisait dans le temps la synthèse, puisque, et je le remercie au passage, parce que je n'en possédais plus. Ce n'est plus à ma disposition à moi. Haine, trahison, désobéissance. C'était les
mot qui pouvait traduire les causes profondes de la souffrance du peuple togolais pendant des décennies. C'est vrai qu'il y avait des personnalités qui étaient liées à ces mots, mais nous n'allons pas aller dans le détail parce que ce n'était pas là l'objet de notre capsule. Alors, qu'est-ce qui s'était passé véritablement pour que si Akcharam quittait Bénin, il allait s'implanter au Togo pour finalement se retrouver en Côte d'Ivoire? Et je vous ai dit le contexte dans lequel Akcharam, Togo, s'est installé. Et imaginez le contexte dans lequel on est en train aujourd'hui de se retrouver en Côte d'Ivoire. Il y a un parallélisme en termes de vie sociale, en termes de vie économique, en termes de vie politique. Et qu'est-ce qui s'était passé? L'oracle nous disait dans le temps que les trois pays que sont le Bénin, le Togo et la Côte d'Ivoire avaient une alliance. Je ne sais pas comment ça s'était passé parce qu'on n'était pas rentré dans la profondeur des choses pour voir ce qui s'était passé véritablement entre les pères fondateurs de l'indépendance ou bien, je pourrais dire, ceux qui conduisaient dans le temps les pays à l'indépendance. Et qu'il y avait une alliance, bien sûr, entre ces trois pays. Et que l'alliance qui existait entre ces trois pays, c'était justement ça qui avait conduit à ce qu'on pourrait appeler, ou du moins à ce qui est appelé comme organisation régionale, le Conseil de l'Entente. Lorsque nous parlons de Conseil de l'Entente, c'est une organisation qui était mise sur pied dans le temps, ça doit être 59, oui, c'est en 1959, si je me rappelle bien de mes cours d'histoire et de géographie. Le Conseil de l'Entente a été mis sur pied en mai 59, un truc comme ça. Bon, si j'ai mal donné la date, excusez-moi, mais ça doit être en 1959. Et que justement, l'alliance qui existait entre ces trois pays, c'est ça qui a conduit au Conseil de l'Entente. C'est bien sûr que lorsqu'on parlait du Conseil de l'Entente, ce n'est pas que ces trois pays. Il y avait bien sûr le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Burkina Faso. Je pense bien. Ça doit être ces 5 pays qui formaient ce qu'on appelle le Conseil de l'Entente. Et bon, la présidence du Conseil était rotative, c'est-à-dire que chaque pays en prenait à tour de rôle. Je ne sais pas si l'organisation est toujours fonctionnelle. De toutes les façons, en 1959, il y avait cette organisation régionale qui était mise sur pied. Et le but principal de l'organisation du point de vue politique, si cela s'énonçait, c'était donc de contrer, disons quoi, de contrer la progression du communisme. Parce que il y avait, rappelez-vous, hein, les indépendants étaient venus en pleine guerre froide où l'Est et l'Ouest se menaient la guerre et chaque tendance politique cherchait de l'influence un peu partout dans le monde. Donc, ces 5 pays se sont regroupés pour affirmer leur solidarité, disons, pour l'Occident, faisant barrage donc au mouvement communiste ou socialiste dont l'URSS dans le temps était le pont. Ça, c'est un petit coup d'histoire. Mais au-delà de ce qui est politique et qui est affiché, il y avait une entente secrète de ces 3 pays qui devront naturellement conduire la destinée certainement des pays de l'Afrique francophone de l'Ouest. Entre-temps, je disais que si vous faites un parallélisme entre le principe premier qui est donné de la Côte d'Ivoire et de ce que je suis en train de dire maintenant, vous comprenez alors que le principe premier de la Côte d'Ivoire, qui est le principe du consolateur, qui devrait être le pays, disons, en avant-garde, le pays propulseur des autres pays, rejoint justement cette alliance qui disait « Nous sommes ensemble pour aller à une destination ». Et la destination qui était déterminée justement ne peut être que la destination de l'épanouissement du peuple. Donc, la Côte d'Ivoire était censée être la locomotive, je vous l'ai dit, voilà le mot, la locomotive donc de ces pays de l'Afrique de l'Ouest francophone
pour pouvoir donc se développer. D'où la nécessité de jouer son rôle lié à son principe premier qui est le principe premier du consolateur. Donc, le principe premier de la Côte d'Ivoire qui est énoncé, ce n'est pas que pour le peuple ivoirien. C'est vrai que vous ne démontrerez à l'extérieur que ce que vous avez appris a servi à vous-même, mais dans l'échiquier régional, dans le Conseil des Nations en Afrique francophone, le principe premier de la Côte d'Ivoire a encore droit de citer. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, en tant que pays, doit être la locomotive pour conduire les autres pays francophones vers une destination meilleure. Et dans le temps, l'oracle disait, vous êtes en train de vous installer au Togo, pendant que le pays est en train de traverser une crise, mais quand ici va s'apaiser, vous devez vous retrouver en Côte d'Ivoire. C'est vrai que ça a pris du temps et ça a pris des années avant que cela ne soit véritablement maintenant décidé parce que le contexte oblige. Mais la question à se poser, c'est, mais pourquoi ce sont les Ivoiriens qui sont venus au Rafeza 2024? Si on devrait même parler de pays limitrophes, ça devrait être le Burkina, ça devrait être le Niger, qui partage des frontières aussi bien avec le Bénin qu'avec le Togo, je pense. Mais aucun de ces pays ne s'était retrouvé dans une telle dynamique et c'est la Côte d'Ivoire qui a pris l'initiative de venir. Et à la suite de ça, un enchaînement de causalité pour finalement maintenant avoir la structure Akcharam Côte d'Ivoire. Le hasard n'existe pas. Et c'est justement ce qui vous permet, en tant qu'individu, en tant que nation, de faire votre chemin. Parce que autant chaque individu incarné sur cette terre a une mission à accomplir, autant chaque groupe de personnes a une mission à accomplir. Et chaque pays ou chaque nation devra se souvenir de ce qu'il est censé accomplir pour que les individus ou les gens qui sont de cette nation ou de ce pays, ou bien même d'autres personnes qui ne sont même pas de cette communauté, puissent apporter leur contribution afin que ce qui doit être fait soit fait. Je remercie au passage toutes les énergies qui ont contribué à ce que les enchaînements de causes à effet se déroulent jusqu'à ce qu'on en soit là aujourd'hui. Je me suis juste rappelé qu'il y avait entre-temps du travail qui a été fait et qui révélait donc que le circuit d'installation de Akcharam à travers la sous-région, que c'est le Bénin, le Togo et indubitablement la Côte d'Ivoire. Et que chaque personne dans son coin fera de son mieux pour que cette énergie s'implante véritablement en Côte d'Ivoire, pour que les travaux nécessaires d'apaisement soient faits, parce que, en fait, vous ne voyez que ce qui se passe. Et chaque homme politique est téléguidé d'une certaine façon ou d'une autre. On pourrait même dire que la plupart des politiciens ne s'appartiennent pas. Parce qu'on poserait peut-être des actes qu'on regretterait à des incarnations après. Mais est-ce que c'est véritablement leur mission première? Non, justement. C'est justement parce que chaque acteur politique ne s'éveille pas à sa mission première qu'il fait peut-être le contraire de la mission. Si votre mission première est d'instaurer la paix, il faut avoir un éveil assez élevé pour lire au-delà des événements, pour comprendre que vous devez poser des actions de paix et non des actions de conflit. Parce que aucune action de conflit ne pourrait véritablement amener la paix dans la durabilité. Et qu'est-ce que nous faisons en tant qu'être humain dans la plupart des cas? C'est répondre à la guerre, par la guerre, au conflit, par le conflit. Et si la meilleure action à poser, la meilleure voie à prendre était totalement ailleurs, si entre-temps, je me révélais à moi-même, je me révélais à moi-même ma mission première. La mission première de la Côte d'Ivoire, c'est d'être le consolateur. Le consolateur pour son peuple, le consolateur pour ses habitants, mais le consolateur pour
les pays de la sous-région? Est-ce que vous êtes sûr d'être dans la mission première de votre pays? Est-ce que le pays tout entier est sûr d'être dans sa mission première, dans son principe premier, à la création du Conseil de l'Entente? Vous étiez choisi, la Côte d'Ivoire, comme étant la locomotive qui devrait conduire les pays de l'Afrique de l'Ouest francophone vers une destination meilleure. Et cela se révèle très bien avec le principe premier révélé du maître Godson de la Côte d'Ivoire, qui est le consolateur. Le pays sur lequel on peut s'appuyer, ou le pays qui vient en aide lorsque on est affligé. C'est dans cette dynamique que nous avons décidé, puisque vous aussi, vous avez décidé qu'il en soit ainsi, de vous accompagner dans l'ouverture du centre Aksharam pour que désormais vous puissiez parler autrement, pour que désormais vous puissiez travailler autrement sur vous-même et sur l'énergie de la Terre, pour que désormais vous puissiez contribuer à l'équilibre de la Terre afin que la Terre retrouve sa mission première. Et si, d'une certaine façon ou d'une autre, vous participez à cette mission, vous êtes dans la réussite de votre incarnation, parce que ce n'est pas le hasard qui vous a fait naître sur cette terre. Si vous êtes né sur cette terre, votre énergie première doit être en accord avec la mission première de cette terre, le consolateur, le paraclet. Et ça se dessinait naturellement depuis le Conseil de l'Entente dans les années 80, 1957, 58, 59, les années qui précèdent 1960, qui est l'année de l'indépendance de la plupart donc des pays francophones d'Afrique. Je vous remercie d'avoir été là et de cerner le fondement de cette capsule, comme quoi la voix de l'oracle est toujours la voix de la vérité. La voix de l'oracle est toujours la voix de la vérité. Et l'étudiant sincère, c'est celui qui se rappelle de ce que l'oracle a dit. Et pour vous situer un peu, je ne fais pas de la promotion pour un film. Lorsque vous regardez le film Matrice, vous allez constater que l'acteur principal qui est Néo et qui est l'élu se rappelle toujours de ce que l'oracle a dit dans les moments difficiles. Et pourtant, l'oracle avait dit. Et pourtant, l'oracle avait dit. Cela veut dire que lorsque les difficultés se présentent devant soi et que vous avez la bonne direction de l'oracle, vous vous rappelez de cette direction et vous savez ce qu'il faut faire à chaque instant. Et s'il n'y avait rien à faire, vous êtes au moins dans l'attente de la révélation, c'est-à-dire de la concrétisation de la révélation de l'oracle. Et ce à quoi vous attendez, c'est ça qui se passe naturellement. Donc, à tous les Ivoiriens, je dis ceci. Soyez tout simplement dans une seule attente. Que votre pays retrouve la paix pour jouer son rôle du principe premier, le consolateur. Que votre pays retrouve l'harmonie afin que le rôle qui lui est destiné soit joué par lui, le rôle de locomotive de l'Afrique de l'Ouest. Francophone, je vous l'ai dit. Et que les dirigeants aussi comprennent, au-delà de ce qu'ils voient, il y a ce qu'ils ne voient pas. Et même s'ils sont dans des loges ou de ci ou de ça, la plupart des loges ne servent que sur la base de leurs intérêts. Ils ne travaillent pas pour la révélation du fondement de la vie. Lorsque l'intérêt est mis en avant, il est difficile de faire valoir la vérité. Comprenez que vous êtes responsable des actes que vous posez, vous êtes responsable de la façon dont vous conduisez les pays et vous êtes responsable de la façon dont vous conduisez les communautés. Et que, quelles que soient les implications, c'est votre responsabilité qui est engagée. Et que les prochaines incarnations, ce sera pour améliorer ce que vous avez fait maintenant. Comme cette incarnation vous donne l'opportunité déjà d'améliorer les incarnations passées. Maintenant, est-ce que cela est véritablement utilisé à juste titre? C'est là le point d'interrogation. Et que nous mettons chaque conscience devant sa responsabilité pour vous dire alors que vous êtes éternel. Et dans cette éternité, la vie où Dieu n'est pas pressé que chacun revienne à sa vertu, à la vertu première de son incarnation. Vous parviendrez
on y arrivera de toutes les façons. Et les incarnations prochaines vous donneront l'occasion nécessaire pour vous améliorer si celle-ci n'est pas la bonne. Encore qu'on pouvait faire déjà de celle-ci la meilleure des incarnations. Je vous remercie et je vous dis que les bénédictions soient en vous disant que nous sommes en Côte d'Ivoire. Et quand maintenant, je ne me rappelle plus de la date. De toutes les façons, si vous êtes intéressé à nous accompagner dans cette tendance, vous contactez la communauté de la Côte d'Ivoire à travers sa responsable. Et je n'ai pas reçu son autorisation de vous donner son numéro, sinon je vous donnerai. De toutes les façons, si vous vous rapprochez de notre secrétariat, on vous donnera les indications pour donc nous soutenir dans la mesure du possible à travers de la façon dont vous pouvez le faire. Il y a des étudiants, bien sûr, des chélas du maître Elmancio Gosson qui sont déjà présumés jouer un certain rôle dans cette dynamique. Ce sont eux que nous allons former à commencer donc par officier la RECA afin donc d'honorer la terre ivoirienne, d'honorer l'air sur l'espace ivoirien, d'honorer le feu sur l'espace ivoirien et d'honorer l'eau sur l'espace ivoirien. Ça fait donc une magie disons la magie des 4 éléments. C'est ce que nous appelons la RECA, la célébration de la vie. C'est ce qui vont commencer très bientôt pour pouvoir donc permettre à la terre ivoirienne de retrouver un certain équilibre, une certaine harmonie et de pouvoir donc influencer favorablement les émotions des uns et des autres. Parce que de toutes les façons, lorsque vous arrivez à impulser une dynamique énergétique à la terre, l'eau, l'air et le feu, les êtres humains vivant dans cet espace sont naturellement influencés par cette dynamique-là. Et c'est ce que nous appelons toutes les, disons, je vais dire, tous les spirituels, je vais dire, quel que soit votre mouvement, lorsque le pays est sur le fil de rasoir, vous avez l'obligation ou la responsabilité de faire de votre mieux pour que les consciences comprennent que ce qui nous unit est beaucoup plus fort que ce qui nous divise. Si le pays nous unit, cela veut dire que nous devons travailler tous ensemble pour sauvegarder le pays. Et si chacun était imbu de cette responsabilité, chacun concéderait une part donc de son ego à l'autre pour que les égos se fusionnent pour donner maintenant la nation. Waouh, comme c'est joli et comme ce sera joli. C'est ce à quoi je nous invite pour inviter alors tous les mouvements spirituels à faire de leur mieux pour pouvoir donc pacifier la terre ivoirienne afin qu'elle puisse influencer les décisions politiques pour que nous puissions vivre en paix dans nos différents pays. Merci à vous et que les bénédictions soient. Si vous décidez de nous accompagner, contactez le secrétariat, on vous donnera les orientations. À part ceux qui devront être formés, si vous n'êtes pas parmi eux et vous estimez que vous pourriez apporter une contribution, on vous orientera vers la responsable de la Côte d'Ivoire et vous pourriez donc naturellement contribuer à ce élan qui va s'enregistrer dans votre incarnation. Merci à vous et que les bénédictions soient.